Nous sommes à Lyon. Dans cette grande ville de 500 000 habitants, le central du SAMU est souvent sollicité. Il a pas de bon. À raison d'une centaine d'appels par heure, les médecins ne chôment jamais. Marie-Cécile est d'ailleurs sur le départ. Elle va avoir droit à une intervention sportive dans tous les sens du terme. Lors d'un entraînement, un beau gabarit de 85 kg s'est déboîté l'épaule. Bah, c'est costaud quoi. Je pense qu'il est plus costaud que moi. On va voir l'athlète. On va bien rigoler. Le blessé est un joueur de football américain, un sport où les contacts sont violents. Quand il y a suspicion de fracture, c'est au SAMU d'intervenir sur un terrain. Ça va? Vous êtes toujours avec nous? Ok. Dites-moi, est-ce que vous avez entendu craquer? Non? D'accord. A priori, pas de fracture. Ce jeune de 19 ans s'est luxé l'épaule lors d'un plaquage. Marie-Cécile doit lui replacer, un acte difficile. Il portait le ballon, il a essayé de remonter le terrain et il s'est fait plaquer sur une action extérieure. Donc voilà, il a mal positionné, il a voulu rafuter en fait son adversaire et en fait son épaule s'est mal positionnée et elle est partie. Pas trop, ta douleur tu l'estimes à combien là? Supportable. C'est en essayant d'écarter un adversaire du bras qu'il s'est blessé. Souffle bien. Marie-Cécile doit lui emboîter l'os du bras dans l'épaule. Respire bien. La manipulation s'avère complexe. Comme elle s'y attendait, le jeune est très costaud. Marie-Cécile a toutes les peines du monde à lui réemboîter le bras. T'es toujours avec nous, Valentin? Pour réduire la souffrance du joueur, l'équipe du SAMU lui a injecté de la morphine. Allez, on réessaye une fois. Appuie. Serrez les dents. Elle retente sa chance, mais rien n'y fait. Allez. Vas-y, respire calmement, je te laisse tranquille. On se repose un peu. On réessaye une fois et puis après, sinon... Marie-Cécile insiste, car si cette épaule n'est pas remise, le blessé subira les secousses du transfert. T'es toujours là? Il a les yeux ouverts. Dernière tentative, et cette fois-ci, ils s'y mettent à plusieurs. Voilà, ça y est, je crois. Allez, j'entends une claque. Valentin qui se réveille. Ouvre les yeux. Voilà. Marie-Cécile et ses collègues ont fini par y arriver. C'est bon, ton épaule, elle est en place, hein? Les applaudissements ne sont pas pour le médecin, mais pour le blessé ovationné par ses coéquipiers. Mine de rien, il a été courageux quand même, je pense. Ça c'est la tradition, quand un joueur sort sur blessure, on l'applaudit toujours. Marie-Cécile aurait également mérité les applaudissements. C'était chaud, hein? C'était costaud. D'habitude, j'y arrive un peu plus finement, mais alors là, je fais la bourrine. Bah, t'es costaud, hein? Ça veut dire quoi ça? Bah, ça veut dire que t'es bien costaud, t'avais une bonne musculature et que j'ai eu du mal hein, à se le remettre en place cette épaule. Ça fait longtemps que tu fais ce sport? 4 ans. 4 ans. Et tu t'es jamais fait mal encore? Pas à ce point-là. C'est un sport où on peut se faire mal quand même. Ouais. Je suis un homme, un vrai. À l'hôpital, la radio ne détectera aucune fracture. Pas besoin d'opération. Le bras du joueur sera juste immobilisé. Si tout va bien, Valentin pourra rejouer dans 3 mois. Allez, au revoir, merci beaucoup. À Lyon, Marie-Cécile et ses collègues réalisent chaque année plus de 16 000 interventions. Cette grande ville de province est connue pour sa place Bellecour, la basilique de Fourvière ou encore les bords du Rhône. Mais elle est aussi dotée d'un des plus grands SAMU de France. Situé dans un bassin de plus d'1 million d'habitants, ce service médical est le 2e du pays. Son QG, l'hôpital Édouard Herriot. Jour et nuit, 50 médecins répondent à toutes les urgences. D'accord, il a mal où exactement? Est-ce qu'il a mal à l'estomac? Quand vous regardez votre jambe, l'os il sort pas. Parmi les urgences, les accidents de la route. Carrefour autoroutier entre le nord et le sud, mais aussi vers l'Italie.
Le département a enregistré 49 morts en 2016. Quand tu rentres dans un camion comme ça de face, et ben, malheureusement ça finit comme ça, quoi. Mais l'un des points forts de ce SAMU, c'est la prise en charge des nouveau-nés. Car le service est doté d'une unité spécialisée. Je pense que je vais lui donner du piment, sans faire exprès. Un accident du quotidien ou un problème respiratoire sur un bébé, c'est l'affaire d'Olivier, l'un des meilleurs spécialistes en néonatologie. Pour sauver un nourrisson, il dispose d'un hélicoptère capable de parcourir 750 km. On a des responsabilités qui peuvent être parfois très lourdes. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Enfin, vous découvrirez qu'à Lyon, la recrudescence des vols à main armée place les urgentistes, comme Antonio, 49 ans, en première ligne. Ces interventions sont risquées, car la réaction des braqueurs est imprévisible. Tu sais pas trop si t'as encore des gens qui sont susceptibles de tirer. Faut absolument éviter de se mettre en danger inutilement. Malfaiteur ou victime de braquage, ce médecin courageux doit secourir tout le monde. Donc c'est ces deux véhicules qui ont agressé? Certainement. Et il y a eu des séances de coups de feu ou pas? Le SAMU de Lyon enquête au sein d'un des plus grands services de France. Il est 20h30. L'équipe du SAMU vient d'être appelée à 22 km du centre-ville. Un terrible accident s'est produit entre deux véhicules sur une départementale. Il y a peut-être des incarcérés, il y a des suspicions de fracture de fémur. Donc là, on n'a aucune notion sur l'état des victimes, à part la notion de fracture. Elles peuvent très bien être en choc hémorragique. Donc c'est des situations qui peuvent être compliquées à gérer, surtout si on perd du temps sur place. Arnaud et ses collègues n'ont pas une minute à perdre. Tiens, on voit les gyros au fond. Ils arrivent très vite sur les lieux. La voiture est dans le fossé. Donc ça a déjà été une cinétique assez importante. L'accident s'est produit sur une route à deux voies. Ces deux véhicules se sont percutés de face et ont quitté la départementale. 5 camions de pompiers sont déjà sur place. Les conducteurs sont vivants mais grièvement blessés. Les secouristes tentent de les extraire, mais ils sont bloqués dans ces tôles froissées. T'as quoi là du coup? Donc là on a un jeune homme de 20 ans, grosse douleur au bassin, d'accord. Côté droit, ouais. Suspicion de fracture de poignet. Tu me fais un lésionnel complet, ouais, ils sont en train. Je vais voir l'autre et je reviens. Ouais. Si t'as besoin, tu nous redis, si t'as besoin de monde, nous on va s'occuper. Je fais ça du SAMU. Il se place d'une seule douleur, c'est à la cheville gauche. La cheville gauche. Ok, il n'y a que la cheville qui vous fait mal. Cheville, oui. La douleur sur l'échelle de 0 à 10. 0, il n'y a pas de douleur, 10, c'est insupportable. Ouais, 5, 6. Ok, Anouk, tu prends celui-là. Et je me mets sur l'autre. Un gros pas, j'ai pris sa poche. Je vois pas de boss apparemment. Jeune homme, bonjour. Arnaud réalise ce premier état des lieux pour s'occuper en priorité du conducteur le plus touché. Où est-ce que vous avez mal là? À part le bassin? Ah, j'ai mal aux jambes. Aux jambes? Au poignet. Au poignet lequel? Celui-là, là. Lequel? Celui-là? L'automobiliste n'a que 20 ans. Il se plaint de douleur au bassin. Vu le choc, le médecin redoute une hémorragie interne. Morphine aussi à préparer. Une ampoule. Tu fais une ampoule dans 10, s'il te plaît. Ouais. Monsieur, je vais vous piquer. Vous passez des médicaments. Le jeune conducteur, lui, n'a qu'une obsession, l'état de son véhicule. La voiture, elle est morte? Oui, la voiture, elle est morte, monsieur. Vous pensez à la voiture, mais pensez à vous plutôt. C'est plus important que la voiture, d'accord? Pour le moment, ils sont vivants, c'est déjà bien. Ils ont eu de la chance, je pense, oui. Ça fait déjà 11 minutes qu'on est là, il faut qu'on speed. De leur côté, les gendarmes essaient d'éclaircir les causes de l'accident. Le jeune aurait franchi cette ligne blanche pour effectuer un dépassement. Il n'a pas pu éviter ce véhicule qui arrivait en face. Et là, typiquement, le jeune qui est dans la voiture blanche, là, il habite le village qui est là. On a du mal à comprendre pourquoi il a doublé là. Il était 20h, il n'y a pas de bouchon, il est à 1 km de chez lui, il va gagner 5 secondes en doublant une voiture. Quel est l'intérêt? Ils ne se rendent pas compte que la sécurité routière, c'est un instant. C'est un instant et un instant fait basculer une vie et la vie de plusieurs familles parfois. Et ça, c'est terrible. Ouais. Ils sont pas levés. Levez. Ce soir, c'est ce père de famille qui paye l'inconscience du jeune automobiliste. Sa cheville est fracturée. Il va être conduit à l'hôpital par une autre unité du SAMU.
Là, ça me fait mal. J'allais au boulot, enfin voilà quoi. C'est comme ça, c'est la life. Hein. Elles sont dangereuses ces routes, les départementales là. Hein. Bah ouais, ben qu'est-ce que vous voulez, je l'ai fait X tant de fois, j'ai jamais eu le moindre pépin donc. La voiture a doublé en face. Et moi j'arrivais et puis j'ai foutu le camp sur la droite pour pouvoir éviter, mais il m'a tapé. Hein. C'est tout bon? C'est tout bon de tous les côtés, Cac? Dehors, les pompiers ont découpé le toit de la voiture du jeune, auteur de l'infraction, pour le sortir. C'est où que vous avez mal là? Il souffre toujours du bassin. Le médecin veut l'examiner au plus vite. On bouge, on le met au chaud tout de suite. Au SAMU depuis 4 ans, Arnaud est aussi réserviste dans l'armée et il sait se faire entendre. Donc la tête commande, les autres vous écoutez. Attention pour lever, levez. C'est un peu les choses qu'on redoute dans ces interventions-là. C'est ce qu'on ne voit pas forcément tout de suite qui peut tuer le patient. Donc là, il faut qu'on aille au plus vite pour qu'il ait son scanner, l'imagerie et le chirurgien pour le gérer. Arnaud craint une hémorragie interne chez la victime. Dans le camion, le médecin découvre une énorme plaie au genou, mais aussi une fracture du poignet et un problème au bassin. Pour réduire ses douleurs, Arnaud lui a administré des médicaments. Il provoque chez le jeune une certaine confusion. Demain, je peux travailler demain? Ah, pas du tout, monsieur, pas du tout. Là, vous allez être hospitalisé au moins quelques jours, d'accord? Non. Si, c'est sûr. Je peux rester handicapé? Non, pour le moment, ce qu'on a pu constater, c'est des fractures, mais vous arrivez à bouger les jambes, ce qui est très bien, d'accord? Mais par contre, vous n'allez peut-être pas remarcher tout de suite, ok? Parce que si vous avez une fracture au niveau du bassin, il y a peut-être une chirurgie à faire. Je dis peut-être, d'accord? C'est pas obligé. C'est la première fois de ma vie que j'ai accident. Ça arrive. Je sais pas comment j'ai fait, mais ça doit être la faute de l'autre conducteur, je pense. Là, je suis choquée. L'enquête semble prouver au contraire qu'il serait responsable de l'accident. Est-ce l'effet des médicaments ou la violence du choc? Il divague et reste focalisé sur le sort de son véhicule. La voiture, elle est où? La voiture est dans le fossé, monsieur. D'accord? Essayez de vous détendre, là. La voiture est dans le fossé? Oui, elle était dans un champ, là. Putain. Là, il est en état de stress, en fait, complet. Là, vous le voyez, il n'arrête pas de répéter des questions sur sa voiture, ma pauvre voiture, machin, je pourrais pas la revendre. Il pense qu'à ça, alors que ce qu'il devrait penser, c'est ses fractures, ses blessures. C'est typique de ces réactions post-traumatiques. Aux urgences de Lyon, la victime est immédiatement prise en charge. Ses souffrances ne se sont pas apaisées. Ah, monsieur, la côte, j'ai trop mal. Ah. Échographie, radio, scanner, son corps est examiné sous toutes les coutures. Les médecins confirment une fracture du poignet, une plaie à la jambe, une contusion pulmonaire, mais aucune hémorragie interne. Vu l'accident, ça aurait pu être bien plus grave, ouais. Putain de sa grand-mère, la voiture elle est morte. Comme un dingue. Ah, putain. Prévenu par les gendarmes, son père, sa belle-mère et sa petite amie viennent d'arriver à son chevet. Dès qu'il va passer au bloc pour nettoyer la plaie du genou. D'accord. Et après, il sera dans un lit, voilà, tranquille. Il n'y a rien de grave. Non. Merci. Plus de peur que de mal. Oui, c'est le principal. C'est vrai, Merci. Je vais te rassurer. Là. Oui, c'est parce qu'ils nous ont fait peur. Hein. Ouais. Ils nous ont dit le bassin, la totale. On a eu même les gendarmes à la maison, on a cru que c'était pire que ça. Le jeune restera immobilisé pendant 1 mois, mais il est désormais entre de bonnes mains et hors de danger. Le médecin du SAMU a terminé sa mission. Ça arrive parfois qu'on les perde, j'en ai perdu quelques-uns, c'est toujours difficile quand on en perd. Mais néanmoins, on ne s'arrête pas à ça parce que on sait qu'on aura toujours fait tout ce qu'on peut pour ces patients. Et on donne toujours à 200% de notre capacité pour chaque patient. Malgré les difficultés, Arnaud ne changerait de métier pour rien au monde. Faut pas se cacher, on aime cette adrénaline, on aime ce côté un peu stressant,
Sinon, on ne fait pas ce métier. Il faut changer tout de suite. Si on est stressé par la première intervention qu'on va faire, on arrête tout de suite. À Lyon, les médecins du SAMU sont confrontés à un autre type de mission tout aussi délicate. Le service dispose d'une unité spécialisée en néonatologie pour intervenir sur les bébés. 800 nourrissons sont donc orientés chaque année vers cette ville et pris en charge. Là encore, quand ces urgences tombent, il faut agir très vite. C'est un enfant qui respire mal. Ok. Et même un risque qui respire plus du tout, donc on va se dépêcher. Hop. Vital là Ça peut être une grosse détresse vitale, ouais. Franck est préoccupé car il s'agit d'un bébé de 10 semaines. Un nourrisson qui ne réussit pas à s'oxygéner peut mourir rapidement. Ils sont en face, ouais. Vas-y, passe par la voie de bus. Ouais, vas-y. Chaque seconde compte, mais sur le chemin, Franck et son équipe vont tomber sur des automobilistes et des habitants qui vont les ralentir. Et vous tu vois pas? Je sais pas qu'il y a un feu rouge là. Vous voulez pas qu'on ait le SAMU, madame? Franck fait parfois face à des réflexions déplacées. Ah, mais les gens, des fois, ils comprennent pas. Et devant la porte, une habitante leur refuse l'accès. On n'a pas de code, évidemment. Cette dame hésite à leur donner le code. Non, manifestement. Oui, madame, c'est une urgence, oui. Merci. Ah, c'est particulier. C'est particulier. C'est particulier. Le SAMU arrive enfin chez la maman qui les a appelés. Bonjour. Ça a duré combien de temps l'épisode? 5 minutes 30. Ou elle était bleue et grise? Attends, on va se mettre dans la chambre là-bas, madame. Là où il y a un lit, où il y a un grand lit. Elle commençait à décliner. Sa petite fille s'est retrouvée en détresse respiratoire pendant plus de 5 minutes. Et puis, en fait, le bébé est victime d'un accident domestique rarissime. C'était après le repas? C'était après un biberon? Non, je pense que je lui ai donné du piment. Sans faire exprès, j'ai coupé des piments. Ah. Elle pleurait. Je lui ai mis mon petit doigt par réflexe et en fait, je pense que c'est ça qui a déclenché la... Donc je l'ai nettoyé et je lui ai mis de l'huile de coco pour apaiser. Bonjour, mademoiselle. Je l'ai mouché. Rose. Rose. Elle était toute rose maintenant. Ouais, ça y est, elle est redevenue rose. Prénommée Rose, la petite semble avoir récupéré. Effectivement, du piment chez un bébé d'un mois, ça doit pas aider. Ça doit pas aider. On va le voir vite fait. Elle est bien rose, elle est bien tonique. Elle pleure parce que je l'embête. Voilà. Bon, il n'y a pas de rougeur particulière. Je suis plutôt zen, hein, mais là, quand elle devient violet et qu'elle peut pas respirer, que je peux pas la dégager, il y a un moment... Enfin, j'arrive au bout de ce que je suis capable de proposer, donc j'avais besoin d'aide, là. Alors, quand est-ce que vous avez aperçu que c'était le piment ou... Je crois que je l'ai compris assez vite parce que quand je l'ai prise et qu'elle commençait à galérer, j'ai mis mes mains à la bouche et moi, ça m'a piqué. Tu m'aimes toujours, ma belle. Elle vous en reparlera, ma petite. Je crois que le piment, c'est fini. C'est une anecdote à raconter, c'est sûr. Même si le plus dur est passé, Franck préfère ne pas prendre de risques. Bon, de toute façon, étant donné l'épisode qu'elle a fait, on va l'emmener sur les urgences, obligatoire, parce qu'on va considérer que c'est un malaise grave du nourrisson, même si on a une cause qui est le piment, mais il faut s'assurer que c'est peut-être juste un déclencheur et qu'il y a d'autres choses en dessous. Donc là, il faut l'éliminer. Pour Marie-Christine, ces interventions sont toujours difficiles. Chaque fois qu'on part sur un enfant, effectivement, le stress n'est pas le même que sur un adulte. En fait, voilà, on a beaucoup plus d'angoisse, et aussi parce qu'on se projette. Et c'est un grand soulagement et beaucoup de bonheur, même pour la maman et pour la petite. Franck est père de 2 enfants. Le cas de cette maman le touche, car il y a quelques années, l'un de ses petits a connu un gros problème de santé. Mon histoire personnelle a fait que j'ai eu un malaise grave aussi avec mon premier enfant. Donc, qu'on gère pas du tout pareil que quand on est médecin en se mure. Comment on gère? Et on gère pas. On n'a plus les réflexes. On appelle au secours et on n'est pas... Voilà, c'est notre enfant, donc c'est plus difficile. Là, on est un peu plus alerte, un peu plus clair dans les idées. Direction l'hôpital. Franck va soumettre Rose à des examens complémentaires pour écarter tout autre risque. Ah, elle sourit. Elle sourit, hein. Ouais. Rose a retrouvé des couleurs et sa maman aussi. J'ai senti que j'étais en apnée autant qu'elle, en fait. À partir du moment où elle arrête de respirer, je crois qu'on respire plus non plus. J'ai encore du mal à avoir le cœur qui batte normalement, ouais. Bon, au revoir. Merci, hein. Continuation. Ouais.
Après une demi-heure d'examen au service pédiatrie, rien à signaler. Grâce à la réactivité de la maman de Rose, l'histoire se termine bien. Elle a pas paniqué, elle était inquiète, mais elle a fait ce qu'il fallait. Ouais, c'est assez impressionnant, c'est pas tous les parents qui arrivent à faire ça et on peut dire qu'il y a peut-être eu de la chance. Ouais, ça peut sauver, ça sauve une vie. Ça sauve une vie, hein. C'est pour ça qu'on demande aux gens de se former au premier secours, c'est ça. Pour sauver des nouveau-nés et les transférer, le SAMU de Lyon intervient sur tout le quart sud-est du pays. Pour ce type de cas, il étend même son champ d'action de Paris à Montpellier, soit un rayon de 450 km. Et pour intervenir vite, les médecins disposent de cet hélicoptère. Cette équipe part en urgence à l'hôpital de Montélimar, distant de 150 km par la route. Là-bas, des médecins essaient de sauver un bébé en détresse respiratoire. Ça profite aux enfants de voyager par voie aérienne, ils sont moins secoués. Allez, c'est parti. En matière de prise en charge des prématurés, Olivier est une pointure. Il va tenter de ramener l'enfant vers un service spécialisé. En voiture, le trajet jusqu'à Montélimar dure 2 heures, mais grâce à cet appareil, l'équipe du SAMU ne va mettre que 30 minutes. La visée de Montélimar sur la droite, juste devant nous l'hôpital, on se pose d'ici 1 minute. La vie du nouveau-né est en jeu, il a du mal à s'oxygéner. Pas 1 minute à perdre. Alors, comment il va ce petit piqué? Ah, tu l'as intubé? Eh oui. Eh, je savais pas. Je leur ai dit. Ah non, ils m'ont pas dit. Le bébé est un prématuré né 4 heures plus tôt, mais surtout 5 semaines avant terme. Son système respiratoire n'est pas totalement formé et il est encore en danger. Et ça fuite ou pas? J'ai l'impression, je l'entends là gémir, tu sais. Ah oui. Olivier ne peut pas le transférer tout de suite, car la sonde installée sur le bébé est trop petite. L'oxygène de la machine n'arrive pas en totalité dans les poumons. On va juste modifier la taille de la sonde d'intubation parce qu'on pourrait essayer de le transporter comme ça, mais c'est prendre le risque qu'on ait des soucis pendant le vol. Olivier doit stabiliser l'état du prématuré, car une fois en vol, en cas de crise respiratoire, il sera impossible de réintuber l'enfant. La cabine de l'hélicoptère est trop exiguë. Bon, c'est parti. À cet instant, Olivier a la vie du nourrisson entre ses mains. Si je réussis pas à le réintuber, comme il est endormi, il respirera pas tout seul, donc c'est qu'il asphyxie et que ça se termine pas bien. Ça doit être plus délicat d'intuber. Un bébé? Un bébé, ouais. Ah oui, c'est beaucoup plus délicat. Alors, ils n'ont aucune réserve d'oxygénation, donc il faut réussir le geste très vite, où ça se passe pas bien très rapidement, et ils le payent au niveau cardiaque, au niveau neurologique. Un enfant qui a mal été oxygéné pendant plusieurs minutes, ça peut se terminer par un handicap plus ou moins sévère. Donc, ouais, on a des responsabilités qui peuvent être parfois très lourdes. Il n'y a pas de droit à l'erreur. La manipulation a réussi. Le bébé est parfaitement alimenté en oxygène. Olivier donne immédiatement des nouvelles au papa qui patientait dans le couloir. Là, il est stabilisé, il a un bon pouls, la tension se maintient, les besoins d'oxygène vont mieux, donc on n'a pas de raison d'être trop inquiet. Confronté à la détresse des parents depuis 27 ans, le médecin essaie toujours de trouver les mots justes. On n'arrive pas à les rassurer. Ils seront rassurés quand ils l'auront dans les bras et que tout se passera bien, qu'ils pourront lui donner un biberon, le prendre en charge, le ramener à la maison. Là, ils seront rassurés. Pour l'instant, ça reste inquiétant. Ils sont partis pour avoir un bébé qui allait bien et ils se retrouvent avec un enfant malade qu'on va devoir emmener dans un autre hôpital loin d'eux. Reste une dernière étape redoutée. Installer le petit dans sa nouvelle couveuse prévue pour le transport. Ah oui, on va passer d'une machine à l'autre. C'est souvent le moment où on a des gags. C'est le moment où on oublie de débrancher quelque chose. C'est le moment où on arrache la sonde d'intubation alors qu'on ne voudrait pas. C'est un moment un peu houleux. Je le décolle et Tu veux le prendre? Bah, vas-y. Attends, regarde, on va te donner un peu plus de confort. C'est bon? Allez, c'est parti.
Attends, vas-y, cool. Cours pas. Débranché de son appareil respiratoire, il ne reçoit plus d'oxygène pendant quelques secondes. Cette étape ne doit pas durer, car son cerveau et ses organes risqueraient d'être endommagés. Branche. Il est rose. Comme il a été endormi, il est complètement dépendant de sa machine. Il ne peut absolument pas s'en passer. Et voilà. On y va? Il est 18 h. Le bébé est transféré dans le service de pointe de néonatologie de Lyon pour être surveillé. Pendant 30 minutes, l'équipe du SAMU ne le quittera pas des yeux. À son arrivée, le nourrisson a bonne mine. Il a parfaitement supporté le trajet. Il a l'air de plutôt bien tolérer tout ce qui a été fait avant la prise en charge, avant d'arriver chez nous. Et donc ça va plutôt dans le bon sens, une bonne évolution et plutôt un bon pronostic pour lui. En oxygénant au maximum le bébé, l'équipe a stabilisé son rythme cardiaque. Olivier peut enfin relâcher la pression. Parfois, il y a des choses un peu compliquées voilà, qui ne se terminent pas bien et de manière très triste. Donc parfois, c'est plus dur que le SMUR adulte. Mais on a des satisfactions qui sont parfois tellement énormes que ça rattrape tout. J'ai bien essayé de voir ce qui pouvait me plaire ailleurs. Je trouve pas. Donc je vais rester dans cette voie. Ce nourrisson est rentré chez lui. Il n'aura aucune séquelle auditive ou visuelle, mais restera sous surveillance ces prochaines semaines. Comme toutes les grandes villes de France, Lyon et sa périphérie connaissent une circulation très dense. La région est traversée par plus de 5 autoroutes. Aujourd'hui, au nord-ouest, à 15 km du centre-ville, un énorme bouchon s'est formé. Un grave accident entre un camion et une voiture s'est produit sur cette nationale. Les automobilistes tentent de faire demi-tour. C'est la pagaille. C'est bon, là, on va être sécurisé avec le motard, ça va. Parmi les véhicules, celui du SAMU. Pour intervenir au plus vite et se frayer un chemin, Olivier et son équipe se font ouvrir la route par un gendarme. Ils s'attendent à découvrir une situation chaotique. Et ce qui peut faire la gravité, c'est que c'est un poids lourd contre un véhicule léger, donc ça, c'est moins bon quand même. Ça, c'est plus grave. Olivier a mis 20 minutes pour arriver, 2 fois plus de temps à cause du bouchon. Ce poids lourd a percuté de plein fouet cette camionnette. Un choc effroyable. Les pompiers tentent d'extraire la conductrice, mais le médecin ne peut plus rien pour elle. Bah là, malheureusement, le patient est déjà décédé. Donc là, on n'a rien d'autre à faire. Faut voir. Je cherche ma deuxième équipe. Jean-Marc, le médecin de la seconde équipe du SAMU, est arrivé il y a 10 minutes. Il n'a pu que constater le décès de la dame. Ça fait plus de 20 minutes qu'elle est en arrêt. Elle est incarcérée. On n'a pas pu faire de geste de réanimation parce qu'elle est comprimée au niveau du thorax. Sous la violence du choc, le tableau de bord a écrasé la dame d'une 50aine d'années. Employée par un traiteur, elle transportait de la nourriture. Les pompiers essaient depuis 20 minutes de la désincarcérer. À l'avant, ils ont tendu ses câbles pour écarter le tableau de bord, mais impossible de la libérer. Les secours réalisent donc une ouverture dans la tôle, derrière le siège conducteur. C'est bon. Les pompiers ont fini par l'extraire. On va la réaxer peut-être, non? Du point de choc à l'autre point de choc, ouais. 46 mètres. 46 mètres. De leur côté, les gendarmes sont à pied d'œuvre pour déterminer les responsabilités de chaque conducteur. C'est important de comprendre ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Pouvoir déterminer les responsabilités d'une part et de comprendre ce qui s'est réellement passé. On s'appuie sur les témoignages et sur des constatations directement. C'est terrible là, ce qui s'est passé ce matin là. C'est affreux, on est dans le pire des cas de figure là. 2 chocs successifs se sont en fait déroulés sur cette route à 2 voies. Cette première voiture arrivait face au poids lourd. Elle l'a percuté sur son côté gauche en lui brisant sa colonne de direction. Le chauffeur du camion a alors perdu le contrôle. Il s'est déporté sur la voie en sens contraire, en fonçant sur le véhicule de livraison de la dame.
Il paraît que ça serait sa direction, là, quelque chose sur la direction. Donc le camion était incontrôlable. Donc il s'est déporté et après il est venu percuter malheureusement la camionnette qui venait en face. Quand tu rentres dans un camion comme ça de face, et ben, malheureusement ça finit comme ça, quoi. Donc la cage thoracique, elle n'est pas faite pour supporter ça, quoi. Jean-Marc s'est occupé de l'automobiliste qui a causé l'accident. Il est choqué, mais n'a rien de grave. T'as d'autres blessés, Jean-Marc? Comment? Non, l'autre blessé est dans le VSAV. Quant au chauffeur du camion, il va être examiné aux urgences. Il n'est pas blessé. Les conséquences seront surtout psychologiques. Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, je pense qu'il va y avoir un contre-coup sévère dans les conséquences justement de l'accident. Même s'il n'en est pas forcément responsable. Aujourd'hui, Olivier et les équipes du SAMU n'ont pas pu faire de miracle. Cela fait partie de leur métier. Il a ses joies, il a ses difficultés, et après c'est à nous de gérer tout ça. C'est toujours triste, il y a une personne qui est décédée. Après il faut imaginer, il va falloir l'annoncer à la famille, voilà. En 2016, 49 personnes ont trouvé la mort sur les routes de ce département. La ville de Lyon bat au rythme des urgences du quotidien. Du simple malaise aux accidents plus graves. Mais cette cité livre aussi son lot d'interventions exceptionnelles. À l'image des grands SAMU de France, celui de Lyon est parfois confronté aux affaires de grand banditisme. Ce jour-là, le braquage d'un fourgon rempli d'or fait la une des journaux télévisés. Les voleurs ont dérobé 2 millions d'euros de marchandises et ont menacé les convoyeurs. Pour ce type de fait, le SAMU est toujours appelé. Antonio et son équipe démarrent sur les chapeaux de roue. Sur un plan pratique, quand tu interviens sur ce genre d'intervention, 47. Tu sais pas trop ce qui s'est passé, tu sais pas trop si tu as encore des gens qui sont susceptibles de tirer. Tu vas essayer de trouver quelqu'un en général de la police qui va te dire oui, tu peux t'avancer ou non, tu peux pas t'avancer. Il faut absolument éviter de se mettre en danger inutilement, c'est bon à droite. Les braqueurs ont-ils fait usage de leurs armes? Sur place, les pompiers et les gendarmes sont déjà là. Sur un vol à main armée, le SAMU doit d'abord prendre en charge les blessés, du côté des forces de l'ordre, mais aussi des délinquants. Bonjour, vous m'expliquez ce qui s'est passé ou s'il y en a besoin d'autres? Ouais, grosso modo, dans ce véhicule, il y avait les deux conducteurs qui, pour l'instant, sont isolés parce qu'on veut faire un prélèvement de vêtements. Ils étaient à bord, ils se sont fait braquer, ils se sont fait ramener ici. C'était le véhicule gris, en fait, voilà, le fourgon gris. Voilà, et à l'intérieur, il y avait... Et les deux qui brûlent, c'est quoi? C'est certainement les véhicules avec, et à voir. Et dans les deux véhicules, donc il y avait deux conducteurs, forcément, ils sont où? Ouais, on ne sait pas. D'accord. Dans la nature. Donc c'est ces deux véhicules qui ont agressé? Certainement. Et les échanges, il y a eu des échanges de coups de feu non, ou pas? Pas d'échange de coups de feu. Et ils brûlent parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah certainement ils ont dû mettre le feu, j'imagine. C'est eux qui ont mis le feu à la voiture? Certainement, je peux pas l'affirmer. Okay. Ah mais on part, pour l'instant on part là-dessus. 4 malfaiteurs armés ont détourné ce camion rempli de 70 kilos d'or il y a 1 heure. Pour s'emparer de la marchandise, ils ont menacé les deux chauffeurs, ont mis le feu à leur véhicule pour effacer leurs empreintes et ont pris la fuite. La mission d'Antonio, c'est aussi de connaître l'état psychologique des deux convoyeurs. Alors en fait, les deux impliqués, ils sont là sur le côté, sachant que je n'ai pas pu les approcher encore. Vous avez des blessures, des lésions quelconques ou pas? Pas du tout. Ok. Physiquement, les deux chauffeurs n'ont rien, mais ils sont très choqués. Avant leur audition par les gendarmes, Antonio veut discuter avec eux. Ok, vous m'expliquez un petit peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, si vous avez été exposé, dites-moi. Les deux convoyeurs sont traumatisés car ils ont été mis en joue, mais aussi parce qu'ils se sont fait voler leurs effets personnels. Les braqueurs détiennent leurs clés de domicile et connaissent leur identité. Les chauffeurs craignent d'être menacés. Je serai à leur place, je serai inquiet ne serait-ce que parce que justement ils ont mon adresse, donc ils peuvent accéder à ma maison et donc ma famille. Même s'ils ne sont pas de la région,
ils n'ont pas très envie, si tu veux, d'exposer les gens de leur famille. Voilà. Les médecins sont soulagés. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Après avoir été entendus par les gendarmes, les convoyeurs sont finalement rentrés chez eux. Quant aux 4 malfaiteurs, ils courent toujours. Les 70 kilos d'or dérobés n'ont pour l'heure pas été retrouvés. À Lyon, les médecins du SAMU doivent être opérationnels très jeunes. Après 12 ans d'études, Thomas est dans sa dernière année d'internat pour devenir anesthésiste. Il est en stage au SAMU depuis seulement 2 mois et ce matin, il est appelé sur une intervention délicate. Une petite fille s'est faite renverser devant son école par une voiture. Comment tu t'appelles? Âgée de 9 ans, l'enfant est immobile mais consciente. Thomas doit rapidement l'examiner. Moi, je suis le médecin du SAMU, je m'appelle Thomas. On va regarder où t'as mal, d'accord? Tu me dis que t'as mal au genou et c'est à la hanche ici, c'est ça? Est-ce que tu arriverais à le plier? Non? Est-ce que tu peux bouger le pied là? D'accord. La petite souffre au niveau du bassin et du genou. Le médecin redoute des fractures. C'est en sortant de son école qu'elle s'est fait percuter par ce véhicule. Cachée par ce camion mal garé, l'enfant a surgi devant la conductrice. En fait, elle courait. Oui, moi j'ai freiné et en fait, elle s'est prise mon pare-choc. Elle s'est prise le pare-choc? Là, ici, oui, comme ça. Ici, comme ça. D'accord. Comme ça, est-elle comme ça. Vous rouliez? Non, moi j'avais le camion et la petite, elle courait. Non, mais je ne roulais pas. Oui, bah là, je suis sous le choc, alors je suis désolée. J'ai pas regardé mon compteur. Non, mais c'est important pour moi, 30, 5 ans? 20 ou 30, pas 5 ans. Et en fait, c'est le camion qui a caché la petite, c'est ça? Ah bah oui, je la voyais pas, ouais. Je l'ai vue au dernier moment. Donc j'ai freiné. Ouais. Voilà, et elle a tapé sur mon pare-choc, enfin sur le capot. Et ça va? Comment vous vous sentez là? Un peu traumatisée, mais bon, c'est plus elle qui a... C'est plus par rapport à elle, quoi. Allongée sur l'asphalte depuis 20 bonnes minutes, la petite fille est frigorifiée. Thomas accélère sa prise en charge pour la conduire aux urgences. On va vite la conditionner puis la mettre dans le SAV au chaud. Est-ce que vous pouvez chauffer le SAV, s'il vous plaît? Le jeune médecin tente également de rassurer la maman de la victime, prévenue par l'école. Là, le premier examen que je fais, il est assez rassurant. Elle a peut-être une fracture au genou ou un petit peu en dessous, d'accord? Elle a mal aussi à la hanche. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, c'est que on va la sortir de là parce que là, elle doit avoir très froid. Donc on va la mettre dans le camion du pompier tout doucement. Et puis je vais pouvoir mieux l'examiner dans le camion du pompier, d'accord? Ok? C'est comme tous les moments, c'est dur. Vous n'êtes pas trop peur, ça va? Vous êtes pas... Si, un petit peu quand même. Parce que là, il a trop mal, il sent pas son pied. Je vais te faire les antidouleurs, après ça ira mieux. La petite fille souffre toujours, mais elle craint surtout la piqûre que veut lui administrer Thomas. Par rapport à vos déclarations, vous que vous êtes stationné là, je vais voir ça directement comme ça. Dehors, les policiers entendent le chauffeur du camion qui a bouché la vue à la conductrice. Il s'est carrément garé sur la route. J'ai posé ma nièce sur le trottoir et quand je l'ai posée, j'ai entendu la petite se faire renverser, tout simplement. C'est passé très vite. Je regrette d'être stationné ici, je regrette de l'avoir posé. Mais comme j'expliquais, un enfant de 6 ans, ça va pas aller à l'école tout seul, que ce soit 6 ans, 12 ans ou 15 ans. Ça va pas aller à l'école tout seul du moment qu'ils ne sont pas responsables d'eux-mêmes. Je cherche pas à me défendre ou quoi que ce soit. Hein. L'essentiel, c'est la santé de la petite, c'est tout. Vous n'avez pas eu trop peur quand c'est arrivé? Si, beaucoup même. J'ai encore des jambes qui tremblent. L'homme s'expose à une convocation et une forte amende. La conductrice, elle, qui a renversé l'écolière, ne risque rien. Elle a respecté la vitesse. On va où de... Ça va? T'es là? Tu t'endors? T'as envie de dormir? Ouais. Tu peux dormir, il n'y a pas de problème. Thomas et ses collègues font déjà route vers l'hôpital. Ils veulent soumettre l'enfant à des radios. Là, ce qui m'embête, c'est quand même que le choc principal il est sur le bassin et
qu'il peut y avoir des fractures du bassin qui peuvent être graves. Il faut rester très très prudent. On lui a fait un médicament contre la douleur. Du coup, elle est bien calme, elle a pas mal. D'accord. Voilà. Moi, ce que j'ai peur, c'est après, s'il a des douleurs après. Après, des douleurs qui restent, bah ça on peut pas le savoir tout de suite, mais bon, voilà. Pour moi, ça a pas l'air très très grave. D'accord. Finalement, pour la petite fille, plus de peur que de mal. À l'hôpital, les radios ne décèleront aucune fracture. L'enfant s'en sortira avec quelques contusions et hématomes, et surtout, une grosse frayeur. À Lyon, l'un des grands défis du SAMU, c'est la prise en charge des seniors. Dans cette grande ville, un habitant sur 5 a plus de 60 ans. Plus de la moitié des urgences concernent cette population plus fragile. Et ce jour-là, Thomas va être confronté à l'une des interventions les plus dures, un arrêt cardiaque. C'est une urgence absolue, hein. L'arrêt cardiaque, c'est un patient qui est mort et qu'il faut réanimer. Donc. La victime est un joueur de golf de 65 ans. Pour arriver jusqu'à lui, Thomas et son équipe parcourent 30 km à tombeau ouvert. Bonjour. Assis à une table, l'homme s'est écroulé et a fait un arrêt cardiaque il y a 30 minutes. Il a été massé en continu par les pompiers, mais son cœur n'est toujours pas reparti. Massé en continu, s'il vous plaît. Okay. Pour lui insuffler de l'oxygène dans les poumons, Thomas prend les choses en main et procède à une intubation. Ok. C'est bon ? Ouais. Malgré cet apport en oxygène, l'homme ne réagit toujours pas. C'est bon, c'est clair pour tout le monde ? Pour relancer le cœur, Thomas lui administre donc un choc électrique. Mais là encore, pas de résultat. J'ai pas de rythme, pas de pouls. Allez-y, massez s'il vous plaît. Le cœur a-t-il une chance de repartir? Vous continuez, vous massez en continu 2 minutes, d'accord? Thomas veut savoir auprès des témoins si la victime a été prise en charge rapidement. En fait, il était assis sur la chaise. Ouais. Il est parti en arrière. Ouais. Alors tout de suite, je l'ai mis en PLS. Ouais. Et quand on a dit qu'il ne respirait pas, ouais. Mais au bout de, je sais pas, 3 minutes, même pas. On a commencé avec la dame, on a commencé moins de 3 minutes, vous pensez? Ouais, moins de 3 minutes, ouais, c'est sûr. Un cœur massé juste après un arrêt cardiaque a plus de chances de se remettre à battre. L'homme a été stimulé après 3 minutes, ce qui laisse de l'espoir à Thomas. Alors que le médecin s'apprête à réaliser un nouveau choc électrique, le cœur repart. Là, il a repris un rythme. Grâce à cet échographe, Thomas peut s'en assurer. Donc on a bien une activité cardiaque, mécanique. La victime est emmenée aux urgences de Lyon. Il reste un mince espoir. Ce qui est pas mal, c'est qu'il a été massé tout de suite, ce monsieur, par un témoin. D'où l'importance que les gens se forment à la réanimation cardio-pulmonaire, c'est-à-dire le massage cardiaque, hein, tout bêtement. C'est quoi? C'est le premier geste qu'on doit faire? C'est le premier geste et le seul qui est important de connaître. Donc là, si on arrive à aller plus loin avec ce monsieur, c'est parce que y a un monsieur qui a commencé à le masser, donc c'est très bien. Cette prise en charge a permis d'oxygéner le cerveau, limitant peut-être les lésions neurologiques. Quand le SAMU parvient au service de cardiologie de Lyon, le cœur du monsieur est très fragile. C'est un homme de 65 ans qui a fait un malaise devant témoin. Il est tombé de sa chaise. Thomas passe le relais à Cyril. Ce cardiologue doit trouver la cause de l'arrêt cardiaque et rétablir au plus vite la circulation du sang. On va aller voir s'il y a une artère qui s'est bouchée comme on le pense fortement. Et puis, si c'est le cas, on va essayer de la déboucher en mettant un ressort. Enfin, on va voir ce qu'on va trouver. Hein, mais... Ça peut être très compliqué, comme un peu plus simple. Un peu la surprise. Au bloc, l'examen des artères coronaires livre rapidement son verdict. Donc le cœur a 2 grosses artères, hein, les 2 sont très malades. Et donc il y en avait une qui était quasiment bouchée, donc celle qui s'est bouchée, qui était responsable de l'arrêt cardiaque. On a réparé sans toucher au reste qui est plus ancien, mais il est loin d'être sorti d'affaire.
Il y a vraiment des jours qui vont être décisifs dans les 3-4 jours à venir. Là. Il y a espoir? Il y a toujours de l'espoir tant qu'il y a de la vie, mais on est un peu inquiet. Et voilà, c'est fini. Pour maintenir l'espoir, Cyril a réalisé dans l'artère du patient un exercice de haute précision. Il y a une lésion, c'est du thrombus, des caillots de sang qui bouchent l'artère et qui est responsable de l'arrêt cardiaque qu'a présenté le malade. Ensuite, on a passé un petit fil qu'on appelle un guide dans l'artère. Et ensuite, on a mis un ressort que vous voyez qui va circuler là, qu'on va aller positionner au niveau du gros rétrécissement. Et à la fin, quand on contrôle, voilà, on a enlevé le gros rétrécissement qui était présent ici. On a traité la lésion aiguë et ensuite, on s'en va et on verra dans un deuxième temps s'il faut toucher à autre chose si le patient survit. Malheureusement, l'homme n'a pas survécu. L'arrêt cardiaque a causé des dégâts irréversibles au cerveau. Chaque année, le SAMU de Lyon fait face à 1000 crises cardiaques. À Lyon, la majorité de ces médecins est très expérimentée. Pourtant, malgré plusieurs années sur le terrain, il arrive encore qu'ils soient confrontés à des situations qu'ils n'ont jamais connues. Ce soir-là, le SAMU arrive dans un quartier résidentiel pour une intervention pas franchement ordinaire. Bonsoir. Allez, la victime est dans l'ambulance. Dans l'ambulance. Merci. Patrick doit s'occuper d'un cas qu'il n'a jamais géré en 35 ans de métier. Une habitante a traversé le plancher d'une maison et fait une sacrée chute. Combien? 3-4 mètres à peu près. Ah ouais, quand même. Dans le camion des pompiers, la victime est encore sous le choc. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh ben, je suis venue dépanner une dame et j'ai voulu lui ranger ses affaires dans le hangar et les planches étaient pourries et je passe à travers. D'accord. La douleur de 1 à 10, vous diriez combien? 8-9. 8-9? Ouais, c'est très dur. La dame souffre d'un traumatisme crânien et du dos. Vu la chute, Patrick redoute que sa colonne vertébrale ne soit touchée. Serrez-moi la main. Vous sentez là quand je vous touche? Oui. Vous arrivez à bouger votre jambe? Ses membres ont apparemment conservé leur sensibilité. Elle aurait pu finir paralysée, voire mourir, quand on découvre l'endroit où elle est tombée. Un cabanon appartenant à une voisine, où elle a failli laisser la vie. Le plancher qui s'est affaissé là. Ah oui, oh la vache. C'est dans ce trou de 4 mètres, une ancienne cave que la dame a chuté. Sous l'effet de l'humidité et des champignons, ce plancher en bois s'est affaissé sous ses pas. Sans téléphone, la victime est restée coincée pendant 3 heures. Nous, quand on arrive, on la trouve debout, donc on la trouve debout, mais vachement pâle, très pâle, on va dire. Tous les meubles étaient par-dessus, bon, je vais tout ce qu'il y a dehors, en fait, c'était tout dessus, prêt à tomber. Le trou, il est impressionnant. Hein. Le médecin du SAMU n'en revient pas. Il aurait pu avoir un traumatisme crânien avec des fractures, fractures multiples et fractures du crâne. Et, ouais. Là, on a échappé quand même à la catastrophe. C'est la première fois que je fais une intervention comme ça. Voilà. Dans le camion, la dame a repris ses esprits. En fait, j'ai voulu redresser une espèce de colonne qui était tombée et j'ai pas fait gaffe. Et quand j'ai commencé à la relever, bah, ça s'est effondré. J'y retournerai plus, hein, c'est sûr. Patrick est revenu auprès d'elle. Il veut s'assurer une dernière fois que son système nerveux n'a pas été touché. Vous n'avez pas de fourmis dans les jambes? Il n'y a pas de... Non. Non, d'accord. Très bien. La victime est une miraculée. Elle s'en sortira avec quelques contusions et une blessure au cuir chevelu. À Lyon, chaque week-end, une autre catégorie de personnes sollicite beaucoup les médecins du SAMU. Ce sont les sportifs. Un grand nombre d'entre eux se donnent rendez-vous ici. Avec ses parois de 10 mètres de hauteur, voici le mur de Lyon, le temple de l'escalade de la ville. Mais ce jour-là, au milieu des sportifs, le SAMU est au travail. Et donc vous êtes rattrapé sur le bras? Non, je me suis, en tombant, je me suis appuyée sur la main. La main et ça a tourné? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez entendu un craquement? Non. Non. Au chevet de cette victime, Jamila, médecin du SAMU depuis 7 ans.
Enfin, en gros, elle est tombée de 2 mètres. Elle s'est rattrapée sur son bras. Donc tout le poids de son corps s'est appuyé sur son bras. Donc il y a une espèce de torsion du bras. Donc je ne sais pas s'il y a une fracture qui est associée. En tout cas, il y a probablement une luxation du coude. La victime de nationalité polonaise voue depuis 4 ans une passion pour l'escalade. Perchée à 2 mètres de hauteur, elle n'était pas accrochée. C'est sa première blessure et elle a une phobie des médicaments. On se prépare de la morphine? Oh non, s'il vous plaît, moi j'ai très très mal. Qu'est-ce que vous avez? Non, je vais m'évanouir, ça c'est sûr. Avec la morphine? C'est trop fort, oui. Mais la douleur est telle que Jamila finit par la convaincre. On essaye tout doucement, d'accord? C'est des petites doses, moi je suis avec vous, vous n'allez pas vous sentir mal, d'accord? Fais la morphine? C'est mal, Allez, on y va tout doucement, vous respirez bien. La dame est plus calme. Tout en délicatesse, l'équipe du SAMU immobilise son bras avec une attelle. Transportée aux urgences, la victime a apparemment préjugé de ses forces. Je fais de l'escalade depuis quelques années et je sais quand il faut s'arrêter. Et là, vous n'avez pas su? Je l'ai su, mais j'étais, comment dire, têtue. Et je voulais, comment dire, dépasser un certain niveau. Vous avez été un peu au-dessus de vos limites, c'est ça? Oui. Si son bras est fracturé, la dame risque une opération. Alors à l'hôpital, les médecins veulent vite en avoir le cœur net et lui font passer une radio. Je vous dis au revoir. Je vois à mes collègues qui sont très gentils aussi. D'accord? Bon courage. Jamila a passé le relais. Ce sont désormais ses collègues qui doivent gérer la douleur de la victime, car la morphine ne fait plus effet. Non. Je bouge plus. La sportive ressasse son accident et s'en veut terriblement. Je suis très en colère contre moi-même. Je suis très en colère. Ça m'agace. J'ai envie de me taper. Je suis bête. Non, bête. non. Irresponsable. Non, mais restez calme, madame. C'est un accident. Est-ce une fracture? La radio va livrer son verdict. Après quelques minutes, pour l'orthopédiste, les doutes sont levés. Il ne s'agit que d'une luxation. On a l'humérus vu de profil et on voit bien que l'ulna et le radius sont passés en arrière avec normalement cette surface articulaire qui est censée s'articuler ici. Donc le principe, ça va être par manœuvre externe de remettre ça, de rechausser l'humérus dans l'ulna. Donc j'ai bien regardé les radios, donc vous avez une luxation du coude, une luxation postérieure du coude. Donc là, l'objectif, ça va être de remettre le coude en place. Un petit doigt. L'orthopédiste doit emboîter l'os dans l'articulation du coude. Un geste difficile à réaliser et souvent douloureux. Je suis un peu inquiète. Je sais que je vais sentir ça. Je sais. Gaz, morphine, tout est fait pour que la patiente ne sente rien. Alors, vous respirez calmement, il n'y a rien. Notre but, c'est douleur zéro. C'est bon, on peut y aller? Ça va? Allez, on y va. Donc on attrape, là j'attrape avec un doigt, je mets un doigt sur le haut du crâne en arrière et on va y aller progressivement. Donc je fais une traction première et après avec une position, voilà. Et là j'ai entendu un clac et c'est bien revenu. Donc après ça je fais un test. Donc là on a une patiente bien détendue. Donc on a une flexion complète, on a une extension complète sans que le coude reparte. Une formalité pour l'orthopédiste et un immense soulagement pour la victime. Elle est sur son petit nuage. Alors, comment ça s'est passé? Superbement bien. C'était super. J'ai rien senti. Comment ça se fait? Mais la dame redescend vite sur terre. Donc elle va garder de toute façon son plâtre au moins 15 jours. 15 jours? Oui. Ne me dites pas ça. Demain, il faut que j'aille à Paris. Ah bah, là ça c'est fini ça. Là vous êtes parti pour minimum 45 jours, voire 2 mois d'arrêt de travail, parce qu'après derrière, il y aura de la rééducation à faire. 2 mois d'arrêt de travail, Ouais. Vous pouvez pas? Bah, vous n'avez pas vraiment le choix là. Non. Employée dans un service commercial, elle utilise tous les jours un clavier d'ordinateur. Plâtrée au bras, elle ne pourra pas retravailler dans l'immédiat et redoute de perdre son emploi. Mais ils vont me
sans cesse, je suis en... Ils peuvent pas se passer de vous au travail? Ça sera dur. Au revoir, bon courage madame. Merci. Elles ont du mal à accepter de... Ah ouais. Ah ouais, bah elles, ouais, quand ils sont tenaces comme ça, on a beau leur dire qu'il faut prendre du repos. Et des fois, c'est vrai qu'on en a certains qui n'en font qu'à leur tête, quoi. La patiente a fini par entendre raison. Elle est rentrée chez elle, mais devra observer des jours de repos et plusieurs semaines de rééducation. Chaque année, les hommes et les femmes du SAMU de Lyon réalisent plus de 16 000 interventions. Un travail sans relâche